Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Jean-Paul, tu suis le dossier sur les aborigènes qui sont au Sénat en Australie, là. Il y a eu un petit scandale tout dernièrement. Bon, tu pas ça, hein? Non, ce dossier-là en particulier, je ne l'ai pas suivi. Mais je sais que depuis... Il y a une sénatrice là qui a crié sur le roi. Il faut savoir que les aborigènes sont les grands oubliés du développement en Australie. Hein. Il faut savoir que c'est une population qui existe là depuis plus de 3000 ans. Mais avec l'arrivée, si tu veux, du colonisateur britannique, ils ont été, au fur et à mesure, non seulement massacrés, leurs terres leur ont été retirées, ils ont été spoliés. Et en plus, ils jouissent très peu des fruits du développement économique de l'Australie. Mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Les populations autochtones que vous preniez, que l'on prenne l'Australie, la Papouasie, Nouvelle-Guinée, même la Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks, c'est la raison du soulèvement kanak qu'il y a. Vous allez même, dans une moindre mesure, si vous regardez par exemple la Martinique aujourd'hui, il y a un couvre-feu en Martinique depuis près de 2 mois parce que, évidemment, les populations locales estiment qu'elles sont les oubliées du développement économique. On va même aller plus loin. Vous vous rappelez que en 2019, la Guyane aussi s'était quasiment embrasée parce que les populations locales, les populations autochtones, les Noirs qui sont en Guyane, bien entendu, ils sont venus là du fait de l'esclavage, mais ils se sont installés et depuis, elles estiment que, en dépit du fait que elles font partie intégrante de la France, mais elles ne jouissent pas des effets du développement économique de la France. Ce sont des grands oubliés sur le plan social. Il n'y a pas d'infrastructures, des écoles manquent ou les écoles ne sont pas de qualité, les hôpitaux non plus. Les emplois qui sont créés là-bas pour les populations locales, ce ne sont pas vraiment des emplois stables, ce sont des emplois précaires. Il faut savoir que la Guyane, par exemple, a beaucoup plus un attrait scientifique pour la France, parce que évidemment c'est là-bas où se trouve le pôle de lancement de la fusée européenne Ariane. Donc, voilà, donc il y a un fait qui est là, qui est que des populations, notamment dans la zone Indo-Pacifique, sont largement les grands oubliés du développement, c'est des pays dits occidentaux. Alors que ces pays-là ne cessent de mettre en avant des valeurs comme la démocratie, comme la liberté d'expression, comme la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'égalité pour tous, etc. etc. Or, on voit bien que dans les faits, c'est pas le cas. Non, ce n'est absolument pas. Donc, Charles, il est le monarque de l'Australie. Oui, il est le monarque du Canada aussi. Bon, c'est légèrement différent. Charles, c'est-à-dire que son autorité est reconnue là-bas. Mais je veux dire que d'un point de vue politique, ce n'est pas lui qui dirige là-bas. Celui qui dirige l'Australie, c'est le Premier ministre australien. Donc, il ne gouverne pas. Voilà, il règne sur l'Australie, mais il ne gouverne pas l'Australie. Comme en Angleterre. Voilà, exactement comme en Angleterre. Et il y a un certain nombre de territoires qui forment l'Union Jack, c'est-à-dire que ça va au-delà du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Maintenant, l'Union Jack, c'est une union à l'intérieur duquel se trouve un ensemble de territoires qui reconnaissent la souveraineté du roi d'Angleterre sur leur territoire. Voilà. Donc ça va. Et l'Australie est dedans. L'Australie est dedans. Il y avait les Bahamas. Les Bahamas sont sortis il y a 4 ou 5 ans. Donc on peut en sortir. Il y avait la Jamaïque. Oui, la Jamaïque est en train de. Je crois qu'il y aura un référendum dans quelques mois ou quelques années sur la question de la sortie justement de l'Union Jack pour que la Jamaïque ne soit plus un territoire qui soit dont si vous voulez, le règne de Charles III soit reconnu. Voilà, donc la Jamaïque aussi veut devenir avec un président de la République et un Premier ministre. Donc il y a cette question-là qui généralement se pose. Mais pour le cas de l'Australie, il y a une véritable ostracisation des populations autochtones. Et les aborigènes. Des aborigènes, c'est presque une manière de les invisibiliser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents ni dans les arcanes de gouvernement, ni dans les arcanes de représentation des peuples australiens. Ils ont très peu accès à des terres. On leur a donné un certain nombre de territoires
des territoires, bon, ces territoires-là, évidemment, ne rapportent rien. Il n'y a pas de recherche minière dans ces territoires-là. Ce sont des territoires qui ne peuvent pas, si tu veux, administrer, enfin, donc qui ne peuvent pas exploiter, par exemple, de manière agricole. Bon, donc ça fait que, évidemment, ces populations-là... Mais qu'est-ce qui justifie, bon, je sais que ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui justifie le fait que ces États restent toujours sous l'autorité du roi d'Angleterre, alors que c'est des États qui sont suffisamment développés? Peut-être ils trouvent leur compte à quel niveau? Parce que l'Angleterre, ils sont sortis de l'Union européenne parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte. Oui, mais c'est pour ça que je dis que la dynamique est en train de changer, même si ça prend du temps. D'abord, c'est pour des raisons historiques. La plupart des colons qui sont venus sur ces territoires-là, venaient du Royaume-Uni. Soit c'était des Irlandais, soit des Anglais, soit des Écossais. Donc eux, lorsqu'ils sont partis, ils ont emmené avec eux une partie du Royaume-Uni. Et donc, pour eux, reconnaître, enfin, être toujours sous le règne du roi d'Angleterre, c'est garder cette filiation avec la mère patrie, la terre-mère. C'est ça. Maintenant, il y a des territoires où ça ne s'est pas très bien passé. Le cas le plus emblématique, c'est les États-Unis d'Amérique, où du fait de... C'est pour des questions d'impôts. Il faut savoir que la guerre d'indépendance a commencé parce que les populations colonisées estimaient que les impôts que le roi demandait étaient trop lourds et qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Et donc, de ce fait-là, comme on leur imposait ça, eh bien, ils ont décidé de prendre leur indépendance. Donc, puisque vous ne voulez pas nous écouter, eh ben nous, on va décider de prendre notre indépendance. C'est comme ça que les George Washington et autres, Thomas Jefferson, ont décidé de tourner le dos au Royaume-Uni, enfin, tourner le dos à la couronne d'Angleterre. Mais ça ne s'est pas forcément passé comme ça avec d'autres territoires. Il y a eu une évolution peut-être certes différente, mais le lien est resté extrêmement fort avec l'Angleterre. Et même les États-Unis, en dépit du fait qu'ils aient obtenu leur indépendance il y a déjà plus de 2 siècles, le lien avec l'Angleterre reste extrêmement fort, même si maintenant c'est un peu les rôles se sont un peu inversés, puisque c'est l'Angleterre qui est maintenant à la traîne derrière les États-Unis. D'accord. C'était quoi ton sujet ce matin? On parle du sommet des BRICS qui s'ouvre aujourd'hui à Kazan en Russie. Il faut savoir que les BRICS, c'est un groupe informel d'États qui veut se poser en alternative au G20, au G7 d'abord. Il faut savoir que c'est un groupe qui avait initialement été créé en 2006. Au départ, on avait le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et puis en 2010, le groupe s'est élargi avec l'entrée de l'Afrique du Sud. Et puis l'année dernière, en août, il y a eu encore d'autres pays qui se sont intégrés. On a l'Iran, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis. On a l'Argentine, mais l'Argentine s'était finalement retirée. Et donc aujourd'hui, il y a pour la première fois le sommet des BRICS avec ces nouveaux membres intégrés qui avaient été intégrés avec l'Arabie Saoudite, j'ai failli oublier, qui avaient été intégrés en août 2023. Même si l'Arabie Saoudite, pour le moment, n'a pas confirmé son adhésion aux BRICS, l'Argentine, comme je l'ai dit, avait dans un premier temps été intégrée, mais depuis l'arrivée du nouveau président argentin, celui-ci a donc décidé d'annuler cette adhésion aux BRICS. Et donc l'Argentine s'est retirée des BRICS avant même d'avoir commencé à y siéger. Mais ça ne veut pas dire que les BRICS ne sont pas attractifs. Il faut savoir qu'il y a actuellement près d'une trentaine de pays qui souhaitent adhérer aux BRICS. Vous prenez le Maroc, vous prenez la Turquie, il y a plein de pays, il y en a une trentaine. Et c'est ce dynamisme-là, c'est cet attrait-là. Il y a l'Algérie aussi qui veut intégrer les BRICS. Donc il y a cet attrait-là que Vladimir Poutine veut mettre en avant. Et à travers cela, à travers l'organisation de ce sommet des BRICS à Kazan, il veut aussi montrer aux yeux de la communauté occidentale, donc États-Unis et Europe de l'Ouest, qu'il n'est absolument pas isolé sur le plan diplomatique. Que leur tentative d'abord, depuis sa décision d'envahir l'Ukraine en février 2022, sa tentative, parce qu'il faut savoir que les Occidentaux avaient mis une stratégie en 3 temps. Une première stratégie qui visait à affaiblir militairement les troupes, la Russie sur le terrain en fournissant des armes à l'Ukraine. La deuxième stratégie était d'affaiblir l'économie russe
en frappant ce pays de sanctions d'une telle brutalité, d'une telle violence qu'on n'avait jamais vue. Et puis, la troisième stratégie était d'isoler diplomatiquement la Russie pour que la Russie soit considérée comme étant un paria, que personne ne veuille parler à Vladimir Poutine ou personne ne veuille se rendre en Russie ou avoir des contacts avec la Russie. Or, on se rend bien compte au fil des années que ces trois stratégies sont en train de péricliter. D'abord, sur un plan militaire, on voit bien que la Russie, depuis à peu près 6 mois, reprend du terrain, peut-être pas à la même vitesse que lorsqu'ils avaient envahi l'Ukraine en 2022, mais elle recommence à reconquérir petit à petit des territoires qu'elle avait perdus à l'issue de la contre-offensive de juin 2022. Et ça, c'est d'un point de vue militaire. Et elle est aidée en cela par des pays comme l'Iran qui a fourni énormément de drones et de missiles à la Russie, qui a même fourni des licences aux entreprises russes pour qu'elles puissent fabriquer ces drones et ces missiles sur place. On a la Corée du Nord, dont on sait qu'elle est le plus gros fournisseur d'obus de la Russie. Elle fournit aujourd'hui des millions et des millions d'obus à la Russie, ce qui lui permet justement de pouvoir fournir ces troupes sur le terrain, de pouvoir pilonner les positions russes, alors qu'en face, les Occidentaux ont du mal à tenir la cadence en termes de fourniture d'obus. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan économique, on le sait aujourd'hui, les derniers chiffres de la Banque mondiale sont tombés et du FMI. La Russie a une croissance qui est de l'ordre de 3,5%, qui est supérieure à la moyenne de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc la Russie, économiquement, son économie tient bon, même si évidemment, elle subit quand même les effets liés aux sanctions occidentales. Dire que les sanctions n'ont aucun effet, ce n'est pas vrai. Mais disons qu'elles n'ont pas les effets escomptés, celui d'entraîner l'implosion ou la destruction de l'économie russe. Non, absolument pas. Les Russes ont très bien su tenir la baraque grâce notamment à une stratégie qui visait à réorienter d'abord leurs matières premières, donc le gaz et le pétrole. Il faut savoir que le gaz et le pétrole, qui étaient principalement vendus aux pays de l'Union européenne, on a vu ce transfert-là se tourner du côté de la Chine et de l'Inde prioritairement, puis du Pakistan, qui sont les 3 plus gros acheteurs de pétrole et de gaz russe. La deuxième chose, c'est la stratégie monétaire. Il faut savoir que les avoirs russes ayant été bloqués dans les banques occidentales, la Russie n'a eu d'autre choix que de ne plus utiliser les devises occidentales pour faire ses échanges sur le plan international. Donc, elle utilise maintenant les devises chinoises, le yuan. Il faut savoir que la moitié des biens qui sont maintenant importés en Russie viennent de Chine. Et la Chine, évidemment, qui est un mastodonte mondial, a la capacité de tenir tête aux Occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle la Chine n'est pas sanctionnée pour le fait d'avoir maintenu ses relations économiques et voire même renforcé ses relations économiques avec la Russie. Donc, d'un point de vue économique, la Russie s'en sort plutôt bien. Maintenant, restait la question diplomatique. Il faut savoir que lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui avait eu lieu en octobre 2022, plus sur les 195 pays membres de l'Union du système des Nations unies, il y avait plus de 180 qui avaient condamné l'invasion en Ukraine. Et au fil des années, on a vu ce nombre sans cesse diminuer. S'il y a 2 ans, beaucoup de pays n'étaient pas encore véritablement prêts à aller se rendre en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine, ce n'est plus absolument le cas aujourd'hui. Tout le monde veut, enfin, les pays issus de ce qu'on appelle le Sud global, dans leur grande majorité, ont maintenu leurs relations avec la Russie. Et même on voit que les balais de chefs d'État ne cessent de s'intensifier pour aller en Russie. Donc aujourd'hui, même si Vladimir Poutine, qui est sous l'objet d'un mandat d'arrêt international, ce qui limite plus ou moins ses déplacements à travers le monde, on l'a vu l'année dernière, lors du sommet des BRICS qui s'était tenu en Afrique du Sud, au dernier moment, il n'avait pas pu se déplacer. On sait aussi qu'en novembre prochain, lors du sommet du G20 qui va se tenir à Brasilia, au Brésil, Vladimir Poutine a fait savoir qu'il ne viendrait pas là-bas parce qu'il faut savoir que le Brésil, comme l'Afrique du Sud, sont signataires de la Convention de Rome sur la Cour pénale internationale. Et donc, on sait que des Occidentaux mettent la pression sur des pays, pour les pays membres de la Cour pénale internationale, pour faire appliquer
le mandat d'arrêt international qui pèse sur la tête de Vladimir Poutine. Donc c'est la principale raison pour laquelle il a décidé il ne se rendra pas au sommet du G20 qui se tiendra dans quelques semaines au Brésil. Mais d'un point de vue diplomatique, ce sommet des BRICS de Kazan est une véritable réussite, puisque en dehors des membres fondateurs et des membres qui ont intégré l'organisation en août 2023, il y a également une trentaine de pays qui frappent à la porte et qui sont invités à participer à ce sommet. Ce sera aussi l'occasion pour le président russe d'avoir des échanges direct avec des chefs d'État étrangers, puisque j'ai dit il y en a une vingtaine, qui ont fait le déplacement. Et donc, au cours de ces 2 jours de sommet-là, il aura la possibilité de discuter avec eux. Selon ce que j'ai pu savoir, il semblerait que le président russe prévoit environ une quinzaine de rencontres par jour. Ça veut dire que véritablement aujourd'hui, il va se lancer dans un vrai marathon diplomatique. Et ça, évidemment, on verra les conclusions de ces échanges-là. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une vraie réussite d'un point de vue diplomatique, puisque durant ces 48 heures, Vladimir Poutine va donc concentrer vers lui l'attention médiatique internationale sur sa personne et sur la Russie, il va toujours mettre en évidence le fait que les partenariats sont en train de s'intensifier. Il y aura un sommet bilatéral entre Russie et Chine, donc Xi Jinping et Vladimir Poutine vont avoir une séance de travail en tête-à-tête. Ça, c'est peut-être la rencontre qui sera la plus suivie, la plus attendue. Et puis aussi, il y aura des rencontres avec des voisins régionaux de la Russie, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui va rencontrer le président Vladimir Poutine. Et donc, tout ça, dans un contexte où on sait que la Turquie et la Russie ont un rôle notamment en Syrie et ont aussi un rôle notamment en Libye, où on sait qu'il y a des troupes turques et des troupes russes qui sont dans ces 2 localités-là. Et donc la question sera évidemment des questions de sécurité, des questions de lutte contre le terrorisme, des questions liées justement à des questions pétrolières, parce qu'on sait que ces 2 pays-là aussi ont un rôle, notamment dans l'exploitation de ces ressources dans ces 2 régions-là, donc du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, Vladimir Poutine va montrer, comme je l'ai dit, que la Russie n'est absolument pas isolée diplomatiquement, en dépit du fait qu'il restreigne un peu ses déplacements à l'étranger. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on n'a plus forcément aussi besoin d'être en présentiel pour assister à un sommet. Et c'est ce qu'il fait régulièrement, puisque lorsqu'il ne peut pas se rendre à un sommet, il a la possibilité de faire un discours à distance, il a la possibilité de se faire représenter notamment par son ministre des Affaires étrangères qui joue très bien ce rôle-là. Et donc là, en l'occurrence, on voit bien que les stratégies occidentales commencent à montrer leurs limites et la Russie est en train de prouver au monde entier qu'il y a une forme de remodélisation du monde qui se fait et qu'en dépit de l'influence qui est encore très forte des pays occidentaux, celle-ci commence à s'amenuiser et il y a une alternative à travers les BRICS qui est en train de s'installer durablement. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La